Donc les micros et les caméras ont été volontairement coupés vu le nombre de participants que nous sommes. On en est à 194 participants. Mais ce que je vous propose, c'est d'intervenir au niveau de la conversation si vous avez des questions à poser, sachant que je ferai un point, enfin que je m'arrêterai pour répondre aux questions avec l'aide de Monsieur Rendler, directeur du centre de gestion, à la fin de chaque partie pour essayer de répondre aux multiples questions que vous avez peut-être. Donc on va se lancer tout de suite. Alors, j'ai volontairement pas fait de PowerPoint. On va passer en revue en fait la circulaire du centre de gestion qui a été publiée il y a 15 jours. J'ai envie de dire pour laquelle on n'a pas fait de communication dans l'attente de ce webinaire justement. Mais peut-être que certains ou certaines d'entre vous en ont déjà pris connaissance. Donc le but, c'est de balayer cette circulaire-là que je vous ai mis en lien dans la conversation. Avant tous les bonjours. Voilà, donc vous pouvez la récupérer là si vous voulez la suivre par écrit pour éventuellement la noter. Et je vais essayer d'agrémenter cette circulaire de différentes informations qui nous sont parvenues entre-temps, tant au point de vue national qu'au point de vue local. Voilà. Euh, donc je vais mettre ceci là. Je vais aller sur la conversation. Voilà. Et je vais vous partager. Donc normalement vous avez la circulaire sous les yeux. Je vais enlever les volets pour que vous l'ayez bien en vue. Voici. Donc la circulaire a été publiée le 3 mars, donc le lundi suivant l'entrée en vigueur de la réforme. Donc l'intérêt de cette circulaire, déjà, c'était pour le centre de gestion du Rhin, déjà de se doter d'une circulaire sur la maladie qu'on a eue à une époque et puis j'ai envie de dire qu'on a un peu délaissé. Donc il était temps de refaire une circulaire là-dessus pour, j'ai envie de dire, récapituler un peu toutes les règles et en faire un document pratico-pratique pour les collectivités du département. Voilà. Et disons on a attendu la réforme qui était en cours, hein, je rappelle, en fin d'année où il y avait 3 jours de carence qui étaient également dans la balance. Donc voilà, tout ça est revenu un peu, voilà. Et on a attendu d'avoir la mise en œuvre de cette réforme pour pouvoir publier cette circulaire. Alors, autre précision que je tiens tout de suite à apporter, euh, cette circulaire-là, service juridique oblige, il y aura une approche uniquement statutaire qui sera apportée. Donc, c'est-à-dire que je ne ferai pas de commentaires sur les déclarations politiques ou syndicales qui ont pu intervenir. Je ne ferai pas de calcul de pertes, etc., de combien ça représente. Ça, il y a plein j'ai envie de dire, de presse spécialisée qui s'en est chargée. Et deuxième point, je ne répondrai pas à toutes les questions attenantes à la prévoyance. Je veux dire, c'est un dispositif tout nouveau qui vient d'entrer en vigueur. Euh, Ni les collectivités, ni le centre de gestion, ni même les assurances sont aujourd'hui en mesure de savoir ce que ça va donner. Donc vraiment une approche uniquement statutaire sur j'ai envie de dire, donc, la maladie, la gestion de la maladie, les congés pour raison de santé des agents. Alors, la circulaire est dédiée aux agents sénératiels, mais on pourra également faire un point sur les agents IRCANTEC et sur les modalités de rémunération et les droits et obligations à la fois du fonctionnaire, mais également de l'employeur. Alors, on va commencer par les définitions, comme toujours. Donc, définition du congé maladie dite ordinaire. Donc, c'est la maladie hein, qui est dite ordinaire, qui est définie donc par les articles L822-1, L822-5 du Code général de la fonction publique. Alors, le terme ordinaire ne sort pas expressément de la loi. C'est pour ça que
J'ai rajouté dite ordinaire, il y a certains centres de gestion qui utilisent aussi cette notion. Bon, c'est un congé maladie ordinaire, mais juridiquement, ça s'appelle juste congé maladie tout court. Donc le fonctionnaire sénéraciel en activité a droit à des congés de maladie dite ordinaire lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. La durée de ce congé peut atteindre 1 an sur une période de 12 mois. Ça, c'est du vu et du revu. Voilà. La période de 12 mois consécutifs doit s'entendre des 12 mois précédant immédiatement la date à laquelle la situation de l'agent est appréciée, et on parle alors d'année médicale glissante. Et on ne tient compte que des jours de congé maladie, on ne tient pas compte des autres congés, des autres positions statutaires pour calculer cette durée de 12 mois. Et vous avez une référence sur une jurisprudence du Conseil d'État. Donc, un fonctionnaire territorial qui est placé en congé maladie ordinaire le 3 février 2025, l'année médicale glissante, donc les 12 mois consécutifs, la période de 12 mois, s'étend du 4 février 2024 au 3 février 2025. Et donc, la précision, c'est que chaque jour d'arrêt de travail est considéré correspondant au terme de l'année médicale glissante. Le jour de l'arrêt, c'est le dernier jour de la période de référence qu'à chaque fois, on va décaler d'un jour, en fonction de la durée de l'arrêt. Là-dessus, on retient, pour placer l'agent en congé maladie ordinaire, je parle d'un point de vue calendaire, on va revenir sur la rémunération après, mais d'un point de vue calendaire, on tient compte de 365 ou de 366 jours. Un agent dont le congé maladie ordinaire débute aujourd'hui le 13 mars 2025, calendairement, le congé de maladie ordinaire se terminera le 12 mars 2026. On passe à la définition du congé de longue maladie, donc avec les articles L822-6 à L822-11 du Code général de la fonction publique. Cette fois, on est sur une demande donc auprès de l'autorité territoriale, appuyée d'un certificat médical. Le fonctionnaire sénéraciel en activité à droit, donc même condition, a des congés de longue maladie. Dans le cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmé. La liste sur lequel se base notamment le conseil médical, c'est donc les arrêtés donc, du 30 juillet 87 qui renvoient à l'arrêté, donc ça c'est pour la FPT, qui renvoie à un arrêté ministériel de 1986 qui détermine une liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un CLM. Mais on peut également, enfin les agents peuvent également peuvent également ouvrir droit à un CLM s'ils justifient j'ai envie de dire, que la maladie présente toutes les caractéristiques qui sont énoncées au-dessus. Le congé de longue maladie, pour le coup, là, c'est une durée de 3 ans. Je ne parle pas encore de la rémunération, voilà. C'est de 3 ans par pathologie. Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue. Et le fonctionnaire sénéraciel qui a obtenu un CLM conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie, ainsi que les modalités d'utilisation afférentes. Le fonctionnaire sénéraciel ayant épuisé ses droits à CLM ne peut bénéficier d'un autre CLM pour la même affection ou pour une autre s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant au moins 1 an. La dernière définition, c'est le congé de longue durée, qui est défini par les articles L822-12 à L822-17. Donc c'est toujours une demande du fonctionnaire appuyée toujours d'un certificat médical, sauf que là, la liste des maladies, elle est prévue par la loi. Donc c'est les 5 maladies suivantes, donc tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite et déficit immunitaire grave et acquis. Euh, donc, sur demande, l'autorité territoriale peut, après avis du conseil médical, formation restreinte, maintenir celui-ci en CLM lorsqu'il peut prétendre au CLD. Le CLD ne peut être accordé qu'après 1 an de CLM. Et dans ce cas, la période de CLM est décomptée des droits à CLD sur 5 ans. C'est marqué après. La durée du CLD est de 5 ans par affection. Pareil, peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
Et de la même manière, le fonctionnaire en CLD en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie et les modalités d'utilisation afférentes. Voici pour les définitions. Je regarde s'il y a des questions, il n'y en a pas. Pour le moment, on est dans quelque chose d'assez classique. Il n'y a pas eu de modification à ce niveau-là, mais je préférais repartir en redéfinissant les notions et en définissant chaque congé. Sachant que pour les agents, donc pour les fonctionnaires IRCANTEC et pour les agents contractuels de droit public, ils ont droit au congé de maladie ordinaire dans les mêmes conditions, à une disposition près pour les contractuels avec euh, où là on n'apprécie pas sur un an, mais on apprécie sur 300 jours euh, précédents s'ils sont en service discontinu. Et les agents IRCANTEC n'ouvrent pas droit au CLM et au CLD. Par contre, ils ouvrent droit au congé de grave maladie, qui est un peu le pendant du congé de longue maladie. Voilà. Passons à l'arrêt de travail. Alors, le bénéfice des droits à protection liés à la maladie est subordonné à la transmission d'un arrêt de travail qui justifie du bien fondé du congé maladie par le fonctionnaire à son administration. Les règles sont les mêmes hein, pour les contractuels et pour les fonctionnaires IRCANTEC. Hein. Aussi, pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse, repris la formulation du décret, et j'ai pris soin de préciser entre parenthèses envoie. Vous allez comprendre par la suite pourquoi je l'ai précisé. Par tout moyen approprié à l'autorité territoriale dont il relève, un avis d'interruption, on parle plutôt d'arrêt de travail dans un délai de 48 heures, suivant son établissement. Et dans la circulaire, du coup, vous avez accès au modèle de CERFA vierge qui vous permet de voir un peu le document type. Alors j'ai précisé adresse entre parenthèses envoi parce qu'effectivement, le délai de 48 heures, c'est pas l'employeur a 48 heures pour le recevoir, c'est que l'agent a 48 heures pour l'envoyer. L'agent qui va chez son médecin le lundi, il doit l'envoyer au plus tard le mercredi. Voilà comment est décompté le délai 48 heures. Et si l'employeur ne le reçoit que le vendredi ou le lundi d'après, avec le cachet de la poste faisant foi, en marquant que l'arrêt de travail a été envoyé le mercredi, l'agent a respecté les délais de transmission. C'est important et c'est pour ça que j'ai pris soin de préciser ça. Voilà. Cet avis, donc l'avis d'arrêt de travail qui est établi par le médecin traitant, indique la durée probable de l'incapacité de travail d'après les prescriptions d'un médecin, généraliste ou spécialiste, d'un chirurgien dentiste ou d'une sage-femme. Voilà les personnes habilitées à établir un arrêt de travail. Le fonctionnaire CNRACL doit procéder à la transmission des volets 2 et 3. Obligation de transmettre effectivement ces deux volets. L'agent IRCANTEC, fonctionnaire IRCANTEC ou contractuel IRCANTEC ne doit transmettre que le volet numéro 3. À aucun moment, l'employeur public ne doit avoir accès au volet numéro 1. Parce que le volet numéro 1, pour la sécurité sociale, il est transmis au médecin conseil. Pour la fonction publique, il doit être transmis, j'ai envie de dire, au médecin de contrôle qui est le médecin agréé, sauf qu'il n'y a pas de médecin attitré. Je vais rebondir directement sur les questions. Je vois qu'il y a des questions qui sont intervenues. Sauf que la Poste ne travaille que tous les 2 jours, voire 3 jours. Bon, je commenterai pas. Voilà. Là, c'est après à l'agent de prendre les dispositions. Euh, c'est pour ça que j'ai rajouté, ça c'est pas marqué dans le texte, par tout moyen approprié. Pour moi, un arrêt de travail qui est envoyé par mail, je le prends. Hein. Par contre, la date d'envoi correspond à la date de réception normalement. Hein. Donc, charge après, moi, j'ai aucun souci pour recevoir un arrêt de travail par courriel. Hein. Par contre, il faut que le document soit lisible et transmis en entier. Et ça n'empêche pas qu'il faut que les deux volets soient transmis. Mais on n'est pas obligé de l'envoyer par la poste, c'est pour ça que j'ai précisé par tout moyen approprié.
Et c'est ce qui est le cas dans bon nombre de collectivités. Si l'agent ne respecte pas le délai, on va voir ça tout à l'heure. L'obligation de prévenir l'employeur, non. Il n'y a pas, l'agent n'a à aucun moment, disons, l'obligation juridique d'informer son employeur qu'il va être en arrêt de travail. C'est plus lié à une obligation de, j'ai envie de dire, de bon fonctionnement de service et j'ai envie de dire je veux dire de respect, de politesse vis-à-vis des collègues et de la hiérarchie, mais juridiquement, on ne pourra pas reprocher à un agent de ne pas avoir envoyé un SMS le matin, même si ça peut effectivement désorganiser le service, hein. Je vois nouveau arrêt en téléservice, une page. Oui, ça on n'a pas encore eu les arrêts en téléservice, mais ça après il faudrait qu'on étudie ça quoi. Ouais, je peux pas vous en dire plus. Volet 3 sont par un peu lisibles. Ça, il faut qu'ils soient lisibles, hein, parce que si on peut pas les exploiter, ça sert à rien. Rajouter cette clause en cas de. Oui, je comprends pas trop la question. Est-il possible de rajouter cette clause de prévention dans un contrat? Je comprends pas la question. En cas d'AT. Oui, pour la télétransmission, comme dit ça, il faut que je regarde, hein. Voilà, donc le volet 1 conservé par le fonctionnaire qui devra, le cas échéant, être présenté à la demande du médecin agré. Pour l'agent Ircantec, donc en principe, le volet 1 a été adressé au médecin conseil de la sécurité sociale, donc normalement, l'agent ne le garde pas, hein. Si, il y a, si l'employeur n'a pas réceptionné d'avis d'arrêt de travail dans le délai de 48 heures. Donc ça, c'est la jurisprudence qui va nous expliquer la chose. L'autorité territoriale est fondée à suspendre la rémunération du fonctionnaire par voie de retenue sur salaire, qui correspond à une absence de service fait. L'agent, comment dire, devait venir le lundi. Lundi matin, voilà, il n'a pas prévenu, il n'y a pas eu de SMS, etc., rien du tout. Voilà. On attend de recevoir l'arrêt de travail qu'il est censé envoyer dans un délai de 48 heures. Euh, Lundi, il n'est pas là, mardi, il n'est pas là, mercredi, je fais les payes. Si au moment des payes, j'ai pas l'avis d'arrêt de travail, je peux effectivement suspendre la rémunération du fonctionnaire. Parce qu'il n'a pas travaillé et il n'a pas justifié de son absence. Par contre, si l'arrêt de travail, je le reçois avant de faire les payes, bah là, il faudra que je régularise la situation. Enfin, je l'aurais rien enlevé, hein. Le Conseil d'État nous précise que cette décision de suspension ne peut être faite qu'une fois que le délai de 48 heures a expiré. Et, s'agissant d'une absence irrégulière, en plus, l'autorité territoriale, hein, donc le maire, dispose également de la faculté d'engager une procédure d'abandon de poste dans les conditions définies jurisprudentiellement. Voilà. Donc, il y a des modèles sur le site du centre de gestion, hein, si jamais un agent ne se présente pas à son emploi, parce que fondamentalement, s'il ne vient pas et qu'il ne justifie pas de son absence, il est en absence injustifiée. Et donc là, le Conseil d'État nous autorise à engager cette procédure à partir du délai de 48 heures. Donc, voilà. Après, c'est pas une obligation pour l'employeur, c'est qu'une faculté. Sachant que si après l'agent répond au cours de la procédure d'abandon de poste et qu'il envoie l'avis d'arrêt de travail, à ce moment-là, il l'aura envoyé peut-être tardivement. D'où le paragraphe suivant. En cas d'envoi de l'avis d'arrêt de travail au-delà du délai de 48 heures suivant son établissement, donc là on parle bien d'envoi, hein, là pour le coup c'est très bien marqué dans le décret, en cas d'envoi au-delà du délai de 48 heures. L'autorité territoriale informe par une lettre le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose s'il envoie à nouveau tardivement son arrêt dans un délai de 2 ans, donc 24 mois, à partir du premier arrêt de travail considéré. Là-dessus, vous trouvez désormais un modèle en ligne de lettres qui vous permet d'informer l'agent qui a envoyé tardivement son arrêt de travail. En cas de nouvel envoi tardif, donc dans ce délai de 24 mois de 2 ans, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre le jour où a été établi l'arrêt de travail et le moment où il l'a envoyé, je dis bien envoyé, pas reçu par l'employeur, hein, envoyé. Donc, il faut toujours garder
si c'est envoyé par voie postale et que la poste finalement a bel et bien transmis le courrier, il faudra avoir gardé l'enveloppe avec le cachet de la poste dessus pour pouvoir calculer ce nombre de jours. Pour ce qui est de l'arrêt de travail transmis par mail, ben là, il faut garder le mail en disant voilà, mail reçu-le. Là, pour le coup, on va partir sur une date de réception parce que normalement, l'envoi correspond à la réception. Toutefois, cette réduction de la rémunération ne s'applique pas si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de 8 jours suivant l'établissement de l'arrêt de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile. Donc, l'agent a, si il justifie de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile, il a 8 jours pour expliquer à l'employeur pourquoi il n'a pas pu respecter le délai de 48 heures. Charge après à l'autorité territoriale, donc au maire, de voir si la demande est recevable ou non. Concernant la rémunération qui a vocation à être réduite en cas d'envoi tardif, donc la rémunération, donc le traitement indiciaire brut, y compris la NBI, parce que ça fait partie du traitement, ainsi que les primes et indemnités perçues, y compris, donc j'ai rajouté ça, l'indemnité compensatrice de la hausse de la CSG et la mesure dite du transfert prime point. Donc tout est pris en compte à l'exception de ce qui s'ensuit, donc notamment le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence. Voilà. Le reste, ce sont plus des remboursements de frais ou des prises en charge. Mais ce qui est important, c'est surtout de dire que cette rémunération retenue ne concerne pas le SFT et l'indemnité de résidence si ça venait à arriver. Outre la réduction de la rémunération, hein, si l'agent envoie à nouveau tardivement son arrêt de travail, l'autorité peut engager une procédure disciplinaire. Cette fois-ci, on n'est plus dans l'abandon de poste. Admettons que vous avez un agent, je reprends l'exemple, lundi, il n'est pas là, pendant une semaine, pas de nouvelles, on retient la rémunération si on est en période de paye parce qu'effectivement, il n'a pas justifié de l'absence. Si le lundi suivant, je reçois l'avis d'arrêt de travail et finalement celui-ci est en retard, je corrige toute la période en maladie. Le service non fait se transforme en congé de maladie parce que l'agent a régularisé son absence et avait un arrêt de travail qui le couvrait depuis le lundi précédent, hein. Si l'avis d'arrêt de travail, si l'agent n'est pas là depuis le lundi et qu'il va voir le médecin que le mercredi et que le médecin ne met l'arrêt de travail qu'à partir de mercredi, lundi, mardi, absence de service fait. Mercredi, jour de carence, on va le voir après, et maintien de la rémunération que à partir de jeudi. Par contre, l'agent qui a envoyé tardivement son arrêt, on peut lui envoyer une lettre pour dire qu'il a transmis tardivement son avis d'arrêt de travail et faire une procédure disciplinaire pour dire, par exemple, qu'il a désorganisé le service et que ça a été compliqué. Voilà. Conseil d'État du 31 mars 1980. Après, j'ai conclu cette partie sur l'arrêt de travail avec la prolongation de l'arrêt de travail. Qui émane donc d'un article du Code de la sécurité sociale, l'article 162-4-4. La prolongation d'un arrêt de travail ne peut être prescrite que par le médecin prescripteur de l'arrêt initial, par le médecin traitant ou par la sage-femme. Personne d'autre ne peut, en principe, prolonger un avis d'arrêt de travail initial. Sauf si on rentre dans les exceptions qui sont définies à l'article L R162-1-9-1, euh, que je vais juste reprendre les exceptions. Voilà, hospitalisation par le médecin remplaçant prescripteur de l'arrêt initial ou par le remplaçant du médecin traitant. Euh, et un spécialiste qui a été consulté à la suite d'une demande du médecin traitant. Voilà les médecins habilités à prolonger un arrêt. L'article, le R162-1-9-1 nous rajoute que dans tous les cas, l'assuré, donc l'agent,
ou le professionnel de santé doit certifier sur leur responsabilité que enfin, doit préciser le motif pour lequel le médecin prescripteur de la prolongation n'est pas le médecin de l'arrêt initial. Ça, voilà. J'ai trouvé ça intéressant de mettre cet article-là. On n'a pas beaucoup de recul sur des collectivités qui l'ont utilisé, mais on constate au fur et à mesure des textes, notamment le jour de carence, etc., que le gouvernement nous incite à utiliser certaines terminologies du, euh, du régime général, régime local Alsace-Moselle. Alors, j'ai pas vu s'il y avait des questions. Je vais remonter un petit peu. Pour la LD, on va revoir tout à l'heure, parce que ça, c'est effectivement notamment intéressant pour le jour de carence. Uniquement par lettre ou par mail également, non. Donc ça, j'ai répondu, effectivement, c'est possible par mail du moment que c'est lisible. Je profite aussi pour rappeler, pour les collectivités qui ont des agents contractuels ou pour les collectivités qui ont recours au service mission temporaire du centre de gestion. Euh, donc, nous, on prend au niveau de la mise à disposition les avis d'arrêt de travail par voie dématérialisée, hein, donc par mail, hein, pas de souci. Il faut qu'ils soient lisibles, il faut qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que les arrêts de travail soient entiers. Donc, volet 3 pour les contractuels et pour les fonctionnaires IRCANTEC. Je rappelle également que pour avoir refait le point là-dessus avec les services de la CPAM, les employeurs ont l'obligation de déclarer tous les arrêts de travail, même si les arrêts de travail ne donnent pas lieu à une indemnisation parce qu'ils sont inférieurs à 3 jours. Tous les avis d'arrêt de travail doivent être déclarés à la Sécu. Parce que, effectivement, notamment pour les collectivités qui veulent faire intervenir leur assurance. L'assurance n'intervient pas si le sinistre n'a pas été déclaré auprès de la Sécu. Donc, même pour un arrêt de travail moins de 3 jours, il faut quand même le déclarer à la sécurité sociale. Et pour les agents qui sont hospitalisés, transmettre un bulletin d'hospitalisation, le bulletin d'entrée et le bulletin de sortie. Je reprends les questions. Alors, on reçoit l'arrêt de travail 6 jours à cause du délai de la poste. Oui, mais normalement, sur l'enveloppe, il y a quand même marqué, il est quand même censé avoir le cachet de la poste qui a été établi dans les 48 heures. C'est la date à laquelle le courrier a été relevé, pas la date à laquelle la poste l'a transmis. Faut-il envoyer au préalable une mise en demeure? Donc, pour la réduction de la rémunération, oui. C'est-à-dire que l'agent qui a transmis tardivement son arrêt, on lui envoie une mise en demeure. Enfin, on l'informe qu'il ne faut pas qu'il recommence dans un délai de 2 ans. Mhm. Voilà, pour le psychiatre et le psychologue, on vous a répondu. Ma collègue vous a répondu. Qu'en est-il des arrêts prescrits ou prolongés par les centres de soins non programmés? Euh, donc là, normalement, pour les prolongations, j'ai jamais eu le cas. Ce sera étudié. Et si on reçoit une prolongation d'un autre médecin, que se passe-t-il en cas de non-respect? J'ai envie de dire, là, j'ai pas de solution toute faite. Euh, vous pourriez, on pourrait aller jusqu'à l'extrême en considérant que l'arrêt n'est pas recevable. Et du coup, placer l'agent en absence de service fait en disant que l'agent ne remplit pas toutes les conditions pour être placé en congé maladie ordinaire. C'est un risque juridique à prendre pour l'employeur, mais je pourrais effectivement essayer de poser la question à la CPM pour voir comment eux appliquent effectivement enfin, quelles sont les conséquences du non-respect auprès du régime général pour aller jusqu'au bout de la démarche. S'il y a des urgences, le médecin ne peut pas forcer un.
S'il s'agit des urgences, le médecin ne peut pas forcément être le même pendant temps. Bon, là, c'est le service de l'hôpital, hein. Voilà, pour les urgences. Mais bulletin d'entrée, bulletin de sortie quand même, hein. Voilà. Aussi valable pour les agences NRACL. Ben, comme dit, moi je l'ai mis pour les agences NRACL parce que je veux dire, le CERFA, quand vous prenez le CERFA sur les arrêts de travail, on précise bien aussi la situation des fonctionnaires et le CERFA, il est aussi établi en application des dispositions du Code de la sécurité sociale qui, pour le coup, le CERFA s'applique aux fonctionnaires. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est parfaitement, je veux dire, transposable aux agences NRACL. Tous les arrêts de travail sont à transmettre à la Sécu, même pour les agences NRACL. Euh, Alors, j'ai envie de dire non. J'espère juste ne pas que mes collègues me disent si, si. Non, non, c'est surtout pour les contractuels, hein. Voilà. Euh, Pour les agents mis à disposition, c'est l'employeur ou le CDG qui les... C'est le... Alors ça, je ne pourrais pas vous répondre. J'ai envie de dire ça, c'est la... Normalement, c'est le centre de gestion qui le fait. Mais c'est pour ça qu'il faut que les arrêts de travail soient bien déclarés. Et surtout que l'arrêt de travail soit entier et lisible, hein. Voilà. Si le médecin traitant initial est d'investissement pour prescrire la prolongation, bah ça c'est prévu, mais il faut le spécifier sur l'arrêt de travail tel que prévu par l'article réglementaire du Code de la sécurité sociale. Lorsque deux arrêts initiaux se suivent sans interruption avec une prolongation de 2 jours, hein, quel délai à prendre en compte pour appliquer le jour de carence? Pour le jour de carence, on va y revenir tout à l'heure. Jusqu'à combien de temps en arrière du jour de la consultation peut-il prescrire un arrêt de travail? Alors ça, sur le médecin qui revient en arrière, pour moi, c'est comment dire? C'est pas quelque chose qui est, possible. Alors le médecin qui je crois qu'ils ont l'autorisation de la sécu de prolonger un week-end, par exemple. Non, ça, on va aussi y revenir tout à l'heure avec la nouvelle donne en matière de la gestion des week-ends par la sécu, depuis le 1er septembre 2024. Mais pour moi, l'arrêt de travail, il peut être délivré normalement qu'à l'instant présent. Voilà. Après, vous prenez la date qui a marqué sur l'arrêt de travail, hein. Je m'arrêterai là pour le commentaire. Pour la carence, je reviendrai tout à l'heure. Euh, Pas d'envoi, là, c'est quand même pour les agences universelles. Voilà, on est d'accord. Donc les médecins n'ont pas à faire de télétransmission, blablabla, mais un arrêt papier. Là, non, non, pour moi, ils peuvent faire de la télétransmission, hein, mais il faut que ça respecte le même formalisme, hein. C'est pour ça que je suis un peu étonné que on ne tient pas compte de tout, hein. Oui, mais parfois, les agents ne consultent pas tout de suite le médecin. Alors après, ils ont la possibilité, il me semble, d'avoir un arrêt de 3 jours sur une plateforme. Ça, je pourrais plus vous dire, via la télémédecine, pour les, entre guillemets, pour permettre, pour leur laisser le temps d'aller voir le médecin traitant. Voilà, ça, c'est des dispositifs qui se mettent en place. Mais après, si l'agent ne voit ce médecin que le mercredi et que le médecin il dit qu'il l'a vu que le mercredi, ce qu'il est censé faire, ben lundi, mardi, pas rémunéré, hein, sauf voilà, et mercredi jour de carence, hein. Ça c'est le texte. Je vais poursuivre. On va passer donc l'agent, on a fait les définitions, on a fait l'agent qui est indisponible, qui transmet l'arrêt de travail, et donc on va passer à la partie décision de l'employeur. Le bénéfice de l'avis d'arrêt de travail, donc sur la base de cet avis d'arrêt de travail, le fonctionnaire est placé en congé de maladie ordinaire par arrêté de l'autorité territoriale pour la durée de l'absence. Euh, je vous invite vraiment à, bon ça c'est du dit et du redit, à prendre les arrêtés par rapport à la durée de l'absence, pas à dire à compter du pour une période indéfinie. Derrière l'arrêté, ça va découler des droits à rémunération et on peut pas, j'ai envie de dire,
mettre un agent indéfiniment en congé sans le justificatif qui va bien. Donc c'est pour ça que dans l'arrêté du centre de gestion, d'ailleurs on en a fait deux, hein, un pour les CNRACL et un pour les IRCANTEC, euh, on, on vise bien l'avis d'arrêt de travail. Donc il faut vraiment derrière se caler dessus et tirer les conséquences de de la transmission de cet arrêt. Euh, pour le CLM ou le CLD, on se base sur l'avis du conseil médical, avec les cas de saisine du conseil médical qui sont définis à l'article 5 du décret 87-602. L'agent est placé en CLM ou en CLD par période de 3 à 6 mois. Et pareil, vous avez les modèles d'arrêté du centre de gestion qui ont également été mis à jour fin février, début mars. Sachant qu'ils l'ont déjà été l'année dernière, mais on les a un peu perfectionnés pour le coup. Le conseil médical formation restreinte doit notamment être consulté préalablement pour avis lors de l'octroi d'une première période de CLM ou de CLD, pas pour les renouvellements à plein traitement, hein, enfin voilà, mais uniquement pour la première période. Et après, à chaque renouvellement du CLM ou de CLD, une fois que les droits à plein traitement ont été épuisés. C'est la pratique du centre de gestion du Haut-Rhin. Euh, Alors là-dessus, on avait des, comment dire, il y a beaucoup de collectifs, je sais, qui n'établissent pas d'arrêté de congé de maladie ordinaire ou qui l'ont fait et qui ont arrêté de le faire suite à la circulaire de l'ancien Premier ministre qui nous disait au titre de la simplification qu'on n'avait plus besoin d'établir les arrêtés de maladie tant que les agents sont à plein traitement. Avec cette réforme-là, j'ai envie de dire, établir un arrêté de congé maladie ordinaire va redevenir, j'ai envie de dire, la norme, notamment pour que le comptable public ait une pièce pour pouvoir justifier de la réduction de la rémunération auprès de l'agent. Alors je sais que ça va faire un peu de travail en plus. Après, pour ce qui est du centre de gestion, pour les collectivités qui sont adhérentes au service paye à façon, euh, j'ai travaillé sur le paramétrage avec le logiciel Berger-Levrault pour que les arrêtés sortent en automatique. C'est-à-dire qu'une fois que l'avis d'arrêt de travail il a été renseigné sur Berger-Levrault, parce que nous on utilise Berger-Levrault au centre de gestion, la collectivité adhérente au service paye à façon pourra, d'ici la mise à jour de Berger-Levrault avec la réforme qui est en cours, générer automatiquement l'arrêté prêt à être signé, avec tout le formalisme j'ai envie de dire, du modèle qui a été mis en ligne sur le site et tous les champs seront complétés automatiquement. Euh, je vais continuer. Alors, lorsque l'avis d'arrêt de travail a été établi le même jour que celui où l'agent a travaillé puis s'est rendu chez le médecin traitant, le congé maladie ne s'applique que le premier jour suivant l'absence au travail suivant l'absence réellement constatée. Donc voilà, lundi matin, lundi toute la journée, l'agent travaille. Le soir, il va voir son médecin après le travail, après avoir assumé la totalité de ses obligations. Le texte nous dit le congé maladie ne démarrera que le lendemain et du coup la journée de carence ne s'impactera que le lendemain, premier jour du congé de maladie ordinaire qui a été attribué sur la base de l'avis d'arrêt de travail. Voilà. Après, on va me dire qu'est-ce qu'on fait si l'agent il part en cours de journée? Pour l'agent qui part en cours de journée, je vous donne l'exemple, l'agent vient sur site, mais à 10 heures, il doit rentrer chez lui, ça va pas du tout. Euh, il va voir son médecin qui lui fait l'avis d'arrêt de travail encore pour la journée, par exemple aujourd'hui du 13. L'agent est parti à 10 heures. Moi, ce que je conseille, c'est de placer l'agent en congé maladie à partir du 13, en générant la journée de carence à partir d'aujourd'hui et de recréditer les 2 heures les 2 ou 3 heures qui ont été faites le matin sur un solde d'heures qu'il pourra récupérer plus tard. Voilà. Mais parce que sinon, on devra le placer en absence de service fait, j'ai envie de dire, de 10 heures jusqu'à la fin de ses obligations de service. Donc c'est pour ça que je préférais établir le congé maladie par rapport à l'arrêt de travail, quitte à recréditer les heures du matin.
C'est une préconisation, pas une obligation. Après, on a eu beaucoup de questions ces derniers temps et beaucoup de collectifs se posaient la question face à des fois des difficultés avec certains agents, par exemple, qui ne veulent pas aller voir leur médecin, ou, mais malgré tout, il y a une problématique de santé. Euh, Ce petit paragraphe sur le congé de maladie d'office. Donc, lorsque le comportement d'un agent sur son lieu de travail est de nature à compromettre le fonctionnement normal du service. Première condition à porter atteinte à la sécurité des personnes, des collègues, des usagers, et qu'il paraît imputable à un état pathologique, paraît imputable, l'autorité territoriale dispose de la faculté de placer d'office un agent public en congé maladie ordinaire qui correspond à une mesure d'éloignement. Je vous ai mis toutes les jurisprudences qui permettent de le faire pour sécuriser la procédure, parce que clairement, c'est pas anodin comme décision, mais des fois, c'est des décisions nécessaires. On rappelle, c'est rappelé dans ces jurisprudences-là, que le placement en congé maladie ordinaire n'est pas subordonné à une demande de l'agent public. Toutefois, l'autorité territoriale ne peut placer d'office un agent en congé maladie ordinaire dont le comportement est de nature fautive. L'agent qui a commis une faute, on ne peut pas le mettre en congé maladie ordinaire d'office. L'agent qui commet une faute grave, il est suspendu et il est présumé innocent jusqu'à ce qu'il y ait une procédure disciplinaire qui soit engagée. Là, on est vraiment sur quelque chose de médical ou dans l'intérêt de tous et son intérêt à lui et des autres de le, entre guillemets, mise en sécurité. Voilà. La décision de placer un agent en congé maladie ordinaire d'office, bon, outre le fait qu'elle est censée être exceptionnelle, hein, le but c'est pas de généraliser le congé maladie ordinaire d'office, mais de savoir que ça existe. C'est l'intérêt de l'avoir précisé dans la circulaire, hein, pour que les collectivités qui un jour sont confrontées à ce type de situation ne soient pas démunies pour trouver des solutions. Par contre, c'est une décision qui doit être motivée, avec toute la motivation qui est possible. Donc, par exemple, un avis du médecin du travail. Alors, la collectivité n'est pas liée par l'avis. Si le médecin du travail vous dit tout va bien, bon, voilà, et que vous avez des arguments, j'ai envie de dire concrets, pour malgré tout placer l'agent en congé maladie ordinaire d'office, voilà, il faut le faire. C'est sûr que pour motiver la décision, mieux vaudrait avoir l'avis du médecin du travail ou d'un médecin agréé sur la situation médicale de l'agent. Une fois qu'on prend ce congé maladie ordinaire d'office, saisine immédiate du conseil médical pour avis. C'est expressément prévu pour un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, avec les références que je vous ai mis, mais on peut aussi l'étendre du coup au congé de maladie ordinaire. Le médecin du travail, une fois que cette décision est prise, doit être informé immédiatement et transmettre un rapport au conseil médical. Alors, je ne sais plus. Il faut que je regarde l'heure à laquelle je me suis arrêté pour les dernières questions. Euh, Oui, donc donc arrêter de placement CMO, quelle que soit la durée, même pour quelques jours. Ça va notamment, alors après, c'est une pièce qui peut être aussi bien réclamée par le comptable public, hein, c'est-à-dire que le jour où il vous demande d'établir un arrêté, il ne faudra pas être surpris. Et puis aussi par l'assurance pour un éventuel remboursement, soit par le centre de gestion, soit pour des collectivités qui ont des assurances propres. Je pense qu'un arrêté de congé maladie ordinaire va être réclamé. Auparavant, ce n'était pas le cas parce que après toutes les collectivités ne sont pas assurées pour le congé maladie ordinaire, mais ça peut être une pièce qui peut être demandée par l'assurance. Et le trésorier ne disait rien jusqu'à présent parce que c'était des maintiens à 100% et qu'il y avait une espèce de tolérance. Là, sur le passage à 90%, je pense que le congé maladie ordinaire, l'arrêté va être généralisé. Ouais. Oui, depuis le passage à 90%, plus le choix. Voilà, ça on va voir après. Quelle date de fin arrêt lorsque un est hospitalisé jusqu'à une date inconnue? Euh, Alors là, très intéressant, oui. Alors, je vous ai bien dit par la fin. Alors là, il faudrait juste un peu rédiger mieux l'arrêté pour marquer, considérant que l'agent a été hospitalisé, vu le bulletin d'hospitalisation, et que ça ne permet pas de définir une date. Euh, voilà, moi, je le quitte éventuellement à faire ça mois par mois.
mais pas, moi je ne conseillerais pas de faire un arrêté ininterrompu, hein. C'est-à-dire de dire voilà, aujourd'hui il est hospitalisé 13 mars, je veux dire jusqu'au maximum jusqu'au 31 mars, parce que là les payes doivent être faites, donc on fait la paye jusqu'au 31 mars, donc on valide tout le mois. Et au mois d'avril, on refera le point. Voilà. Pour essayer quand même de limiter, mais ne mettez pas. Voilà. Il faut quand même pour moi avoir quelque chose, une date qui permet de dire à quelle date ça s'arrête, hein. Je pense que c'est vraiment important. Y a-t-il un délai de prévenance pour la prolongation de CLD? Non, parce que le CLD peut même être accordé rétroactivement, hein. On peut avoir un agent qui a eu une période de maladie ordinaire qui est retransformé rétroactivement en congé de longue maladie. Et derrière, ce congé de longue maladie peut encore être, enfin, peut être nouveau déduit des droits à CLD. Après, là, il faudra qu'il y ait une demande de l'agent. Pour la paye de mars, cela ne sera pas encore mis en place chez Berger Levrault. Tout à fait. Alors bon, là, de ce que j'ai compris au niveau de la mise à jour des logiciels, il y a des logiciels qui permettent déjà le passage à 90%, mais en saisie manuelle. Alors que Berger Levrault, sauf erreur de ma part, se sont engagés à le faire pour le mois d'avril, mais tout en automatique. On attend de voir la mise à jour. Voilà. Nous attendons également la mise à jour. Avez-vous d'autres exemples d'états pathologiques? Alors là, je vais plutôt vous inviter à vous rapprocher de mes collègues du conseil médical. Si vous avez déjà pris la... Donc ça, c'est pour la... Ah, non, pour le congé maladie d'office. Là, j'ai pas d'exemple tout fait, mais disons, il faut que ce soit une situation vraiment où sécuritairement, il y a une mise en danger. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça l'argument, c'est est-ce qu'il y a une mise en danger réelle ou pas? C'est vraiment l'intérêt de protéger. C'est vraiment ça qui doit, j'allais dire, le congé maladie ordinaire d'office, c'est le dernier recours pour absolument protéger les personnes. L'agent fortement alcoolisé. L'agent fortement alcoolisé. Ça, j'ai envie de dire, ça se traite au cas par cas. Euh, Tout dépend, j'ai envie de dire. Le collègue fortement alcoolisé, j'ai envie de dire, a un pot organisé, je sais pas, pour un départ en retraite, par exemple. Bon, l'agent qui, je sais pas, qui a dépassé les bornes après avoir consommé de l'alcool à un type de pot-là, pour moi, c'est de la suspension. Voilà. S'il y a un règlement intérieur, etc. L'agent qui, j'ai envie de dire, a des difficultés, j'ai envie de dire, régulières, et que c'est peut-être pas la première fois qu'il a été, j'ai envie de dire, sous l'emprise d'un état alcoolique, là, pour le coup, on pourrait se poser la question de la saisine du conseil médical en procédant à un placement en congé de maladie ordinaire d'office. Ouais. Voilà comment moi je le traiterais, un peu dans les grandes lignes. Après la question, elle est répondue. Pour les arrêts de travail en cours, est-ce qu'il faut prendre un nouvel arrêté? On va y revenir tout à l'heure au moment de sur l'entrée en vigueur de la réforme et je vous expliquerai tout ça. Enfin, on va y arriver. Donc, du coup, si j'ai répondu à toutes les questions sur la décision de l'autorité territoriale, on va enchaîner sur le cœur de la réforme qui est intervenue au 1er mars, à savoir la baisse de la rémunération au cours du congé de maladie ordinaire. Alors, on a toujours quand on parle de congé maladie ordinaire, il y a tout de suite un peu une crispation entre le calendaire et les trentièmes. Donc, cette circulaire se veut aussi un peu être un accompagnement pour essayer de reposer un peu les notions. Et derrière, j'ai pris d'ailleurs un exemple là-dessus, et derrière les arrêtés, je vais vous le montrer tout à l'heure, ont été construits de manière à bien distinguer le calendaire du trentième. C'est parti. Primordial de distinguer le décompte calendaire des droits CMO. On l'a vu plus haut hein, dans la circulaire. 365, 366 jours, année médicale glissante. À distinguer du décompte des droits à rémunération au cours du CMO. 90 ou 50%. Là, pour le coup,
J'ai fait le choix de parler, de dire que c'est pas établi en jours, mais en trentième indivisible, en renvoyant au décret sur les trentièmes du 8 juillet 1962, qui nous dit que un mois de rémunération, peu importe le nombre de jours, c'est établi sur 30 jours. Donc, d'un côté, le décompte calendaire, de l'autre, les droits à trentième pour les droits à rémunération. Précise que les périodes de CM et de CLD ne sont pas décomptées des droits ACMO. C'est un régime de rémunération qui est différent qu'on va voir après dans les sous-parties suivantes. Réforme du 1er mars 2025 au cours de l'année médicale glissante. Donc 365 ou 366 jours en arrière. Là, je parle que du calendaire. Le fonctionnaire CNRACL en CMO perçoit 90% de son traitement pendant 3 mois. Si je convertis ça en paye, ça correspond à 3 fois 30 trentièmes. 90 trentièmes. Et pas 90 jours. Alors là-dessus, vous allez trouver sur Internet plein de choses, même sur les logiciels. Berger-Levrault utilise la terminologie de jour. Euh, on va le voir dans l'exemple tout à l'heure. Mais pour éviter de confondre les deux, j'ai utilisé la notion de trentième. 90 trentièmes. 3 fois 30 trentièmes, 90 trentièmes. Et 50% de son traitement pendant 9 mois, 9 fois 30 trentièmes, 270 trentièmes à 50%. Le texte nous précise toujours que les droits à SFT à un titre de résidence sont conservés en intégralité. On va prendre un exemple pour essayer de faire... Alors, je vais revenir tout à l'heure. Non, non, c'est TIB, NBI. Quand on parle de 90% du traitement, le traitement, partout pour le calcul des heures sup, quand on vous parle de traitement, pour toutes les situations, même pour la CNRACL, on vous parle de traitement, ça inclut la NBI, parce que la NBI, c'est une bonification de traitement. Donc c'est TIB plus NBI. C'est logique, parce que on va voir après, même les primes sont concernées. Donc la NBI fait partie du traitement. Décret 85 1148. J'y arrive pour l'IFSE. Donc on va prendre un exemple. Un fonctionnaire procède à l'envoi, dans le délai de 48 heures, il a respecté ses obligations, d'un avis d'arrêt de travail du 31 mai 2025 voilà, au 3 septembre 2025. J'ai fait le choix de prendre volontairement le 31. Voilà. On s'est, on s'est mis avec plusieurs collègues pour essayer de dénouer ce petit nœud entre les jours d'absence et puis les 30e en prenant l'exemple qui est pour le coup le moins facile par rapport à d'autres exemples qu'on trouve sur Internet. Bref. Après vérification, l'autorité territoriale constate que le fonctionnaire dispose de l'intégralité de ses droits à CMO au cours de l'année médicale glissante. Voilà, on a vérifié que l'agent avait tout. Donc, on va, première étape, article 1 du modèle d'arrêté du centre de gestion, le placer en congé de maladie, c'est-à-dire couvrir son absence en jour calendaire. Première étape. Donc, le fonctionnaire, il a vocation à être statutairement et calendairement placé en CMO du 31 mai au 3 septembre. Là-dessus, on a... Alors, si on veut faire le calcul, ça fait 96 jours calendaires. Voilà. Donc l'absence de l'agent est couverte pendant 96 jours calendaires. Pendant 96 jours calendaires, il n'a pas besoin de venir travailler parce qu'il a un arrêt de travail qui le couvre sur cette période-là. Donc là, derrière, 3 mois, 90% du traitement, bah, c'est du 31 mai à la veille, j'ai envie de dire, du premier jour du quatrième mois, donc jusqu'au 30 août. 3 mois, date à date. Et donc, du coup, le demi-traitement sera statutairement et calendairement lancé à partir du 31 août. Là, on est toujours sur quelque chose de calendaire. Premier jour du quatrième mois calendaire. Et donc, il est à 50% jusqu'au 3 septembre 2025, date à laquelle prend fin l'avis d'arrêt de travail. Maintenant, on passe à l'article 2 du modèle d'arrêté du centre de gestion, avec, cette fois-ci, non plus les jours, mais les trentièmes de rémunération. La paye du mois de mai. L'agent, du coup, il a travaillé 30 jours au mois de mai. Bon, je parle pas des ponts avec tout ça, mais il est censé, il est calendairement, il y a 31 jours. Sauf que moi, par rapport à la paye, évidemment, votre logiciel de paye fait pareil.
il va vous dire, il y a un trentième, on lui déduit un trentième. Oui, mais attendez, la phrase classique, c'est oui, mais il a travaillé 30 jours. Oui. Là-dessus, je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Le congé de maladie démarre le, le premier jour de l'arrêt de travail. Bah, je suis obligé de le faire commencer le congé maladie, je dis bien le congé maladie, le 31 mai, par rapport à l'arrêt de travail. Derrière, va sortir une journée de carence. Journée de carence, on va le voir après. Le texte nous dit la journée de carence s'applique le premier jour du congé maladie. Donc, l'arrêt de travail le 31. Je suis obligé de faire un arrêté de congé maladie à partir du 31, qui commence le jour de l'arrêt de travail. Et derrière, on nous dit le jour de carence est impacté sur euh, sur le premier jour du congé maladie. Donc, sur la paye de mai, j'enlève un trentième à 90%. Concrètement, ce sera le jour de carence. Et du coup, ben, sur les 30, il m'en reste que 29 qui seront pour le coup, eux, rémunérés en intégralité. Et donc, sur les 90 trentièmes à 90%, ils sont là, j'en enlève un, il m'en reste plus que 89. Pas jour, 30e. Paye du mois de juin. Bon, là, il n'y a rien de compliqué, hein. Il y a 30 jours, 30 trentièmes. Donc, on fait 89 moins les 30 jours. On arrive à 59. Sur les 90 trentièmes à 90%. Paye de juillet, je déduis 30 trentièmes, même s'il y a 31 jours. 59 moins 30 égale 29. Sur les 90. Et la paye du mois d'août. Avant, je vous ai dit, en calendaire, le demi-traitement, il commence calendairement à partir du 31 août. Mais par rapport au droit à rémunération, le demi-traitement commence après 20... Il ne reste plus que 29 trentièmes. Donc 29 trentièmes à 90%. Donc 30 trentièmes moins 29. Il me reste un trentième à demi-traitement. Sur les 270, du coup. Donc 270 moins 1, 269. 269 sur les 3 premiers jours de septembre. Là, on retombe sur un mois à 30 jours, donc il n'y a pas de souci. 269 moins 3 égale 266 sur les 270 jours, 270 trentièmes, excusez-moi, à 50%. Et donc, 30 trentièmes au mois de septembre, moins les 3 trentièmes de demi-traitement, il en reste 27 trentièmes à plein traitement parce que l'agent a repris son activité le 4 septembre. Ah, il y en a qui sont en train de voyager très loin. Voilà. Le but, c'est pas de refaire un cours, hein, c'est un petit déj QVT, c'est pas une formation. C'est vraiment un petit déj QVT. Donc après, s'il y a des besoins de formation, je vous invite à suivre des formations CNFPT au organisme extérieur, hein. Mais disons pour sur la paye de mai, le 31 mai, sur la journée de carence, oui, mais elle est décomptée des droits à 90%. On va le voir tout à l'heure. Voilà pour l'exemple. Au final, l'agent, pour ceux qui ont bergé l'euro, vous allez voir ici, quand vous allez saisir l'absence, 96 jours calendaires. Il y a marqué 31 mai, je l'ai testé hein, pour le coup. 31 mai, 3 septembre, il y a marqué 96 jours calendaires. Par contre, quand vous allez dans le détail derrière, pour voir les jours de rémunération, il n'y en a que 94. Il y aura marqué 90 jours à plein traitement et 4 jours à demi-traitement, et on retrouve exactement ça là. Donc, 1, plus 30, plus 30, plus 29, donc là les 90, plus les 4 derrière jours à demi-traitement. Et ici, vous allez voir par contre 96 jours calendaires. Je termine avec le régime indemnitaire. Je vais après rajouter quelques petites précisions et après je vais tenter de répondre à vos questions. Le régime indemnitaire est maintenu dans les conditions prévues par la délibération propre à chaque collectivité. Euh, Ce qui veut dire que comment dire? Tant que le traitement était versé à 100% jusqu'à fin février, les collectivités pouvaient prendre une délibération pour maintenir le régime indemnitaire dans les mêmes proportions par rapport au décret de 2010 que vous voyez apparaître après.
Depuis la mise en place de cette réforme, la règle est restée la même à l'État. On ne peut pas faire mieux qu'à l'État. À l'État, le régime interne doit suivre le sort du traitement. Et là-dessus, on a des décisions Conseil d'État qui rappellent à plusieurs reprises qu'on ne peut pas faire mieux qu'à l'État, même en invoquant la libre administration des collectivités territoriales. Ça ne marche pas. Donc là, en passant le traitement à 90% à l'État et à la territoriale, le décret de l'État s'applique également pour les territoriaux. Parce que du coup, on est toujours sur la même règle, ça suit le sort du traitement. Donc là, le traitement de base et la NBI passent à 90%, donc le régime inter doit être plafonné à 90%. On ne pourra plus aller au-delà. Voilà, voilà, un titre informatif, donc maintenu dans les mêmes pourcents de l'État. Chaque collectivité aujourd'hui a la possibilité de, comment dire? De moduler, de prendre une délibération pour soit maintenir le dispositif dans les mêmes conditions de l'État, c'est le modèle de délibération du centre de gestion, hein, ou de faire quelque chose de plus restrictif. J'ai vu quelques petites questions sur lesquelles je vais rebondir. Alors, donc, impact uniquement sur le TIB, ça j'ai répondu. L'IFSE n'est pas impacté, je viens de répondre. Après vérification d'un avis médical de référence, c'est précisé en introduction de l'exemple. Donc l'agent a tous ses droits, donc il n'y a pas de souci. Un arrêt a débuté en février 2025, mais court jusqu'au 15 mars 2025. Est-ce que l'on prend les jours de mars à 90%? Alors, là-dessus, on va venir. Donc, l'agent dont l'arrêt de travail débute en février et se termine en février, il est à 100%, pas de souci. L'agent dont l'arrêt de travail commence en février et se termine là, donc si je reprends votre exemple, début février jusqu'au 15 mars, l'agent reste à 100% jusqu'au 15 mars. Par contre, au 16 mars, s'il est prolongé, il passe à 90%. On a eu une confirmation ministérielle de ça. Alors, pour les collectivités qui m'avaient déjà interrogé, c'était déjà on avait déjà répondu en ce sens-là, mais qu'on attendait une réponse ministérielle, parce que le texte nous dit, donc c'est le cinquièmement de l'article 189 de la loi de finances qui nous dit la réforme s'applique aux congés de maladie accordés à partir du 1er mars, et pas aux arrêts de travail accordés à partir du 1er mars. Donc là, même si, j'ai envie de dire, médicalement, on prolonge une situation médicale qui avait commencé en février, la prolongation donne lieu à un nouveau congé de maladie ordinaire. Il faut bien distinguer, hein, l'arrêt de travail du congé maladie. Le texte s'applique au congé maladie accordé après le 1er mars. Donc là, dans l'exemple là, l'agent dont l'arrêt débute début février, arrêt de travail jusqu'à mi-mars, 100%. Si l'agent est prolongé à partir du 16, la prolongation se fera à 90%. Confirmation de la DGCL qui a été retransmise à la Fédération nationale des centres de gestion. Je poursuis. Donc, enfin, quelqu'un avait déjà répondu, voilà. Pourquoi faire compliqué? Ah, il y a toujours des dispositions transitoires dans un texte, hein. Un agent qui travaille la journée va le soir chez son médecin. Quel est le jour de carence? Alors, pour moi, l'agent qui va chez le médecin le soir, on le met en congé maladie que le lendemain. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein. Donc, si l'agent fait toutes ses obligations la journée, qu'il va voir son médecin le soir, on le place en congé maladie ordinaire le lendemain. Et du coup, le jour de carence ne sera impacté que le lendemain, premier jour du congé maladie. Vous nous avez perdus. Ah mince. Après là, comme dit, hein, ça va être de la formation. Le Cosmos, allez. Sur la paye de mai, soit le 31 mai, c'est le jour de carence. Oui, tout à fait. Mais décompter les droits à 90. Euh, Pour les collectivités PAF, oui, vous remerciez Aurore Hensman et Christophe Schmitt maintenant. Je ne suis pas certaine de suivre. Un jour de carence, eh bien le 31, oui, tout à fait. Dans un article de Mère Info, il est proposé que les conseils municipaux, dans le cadre de la libération, pourraient délibérer pour maintenir une indemnisation intégrale aux agents en congé maladie.
Alors, ah ben voilà, vos collègues Christophe, ça a été précisé après. Pour les collectivités donc qui voudraient délibérer, on a effectivement eu connaissance de l'article dont vous faites, enfin, dont Mère Info se fait l'écho, d'un article de Localtis notamment. Et après, on a eu également des déclarations syndicales que je ne commenterai pas. Euh, donc nous, je veux dire, au centre de gestion, soucieux du respect du droit et pour préparer, j'ai envie de dire, ce webinaire, on a adressé la semaine dernière à la préfecture un courrier donc signé du président Monsieur Muller pour interroger les services de l'État sur comment réagirait-il si une collectivité venait à délibérer au titre du principe de libre administration pour compenser, je veux dire, cette perte de rémunération de 10% sur le traitement de base et les primes. Euh, donc, pour savoir effectivement si oui ou non c'est possible, et puis aussi quelle serait la responsabilité des élus, notamment au regard du comptable public, avec la responsabilité maintenant qui appartient aux collectivités dans ce domaine. La préfecture attend des confirmations officielles écrites de la DGCL, mais la préfecture du Haut-Rhin nous a quand même a pris soin de nous transmettre mardi, là, avant-hier, donc des précisions pour dire que toute délibération qui, j'ai envie de dire, viendrait à compenser les 90%, euh, serait déclaré, sous réserve de l'appréciation du juge, illégal, au vu de la législation actuelle. Euh, donc, précise pas, j'ai envie de dire, si effectivement elle va attaquer les délibérations. C'est pas marqué noir sur blanc, mais je pense clairement qu'une collectivité qui viendrait à délibérer pour compenser les 10% serait nécessairement pour moi attaquée par la préfecture. Je préjuge de rien, mais vu la teneur de la réponse, je pense que c'est un peu implicite, hein. La préfecture a également pris soin de rappeler que les collectivités qui ont marqué noir sur blanc comme quoi les régimes inter est maintenu à 100%, avaient l'obligation de délibérer pour se mettre en conformité. Donc, euh, les collectivités qui disent juste on renvoie aux dispositions de l'État comme le modèle de centre de gestion décret de 2010, pas de souci, la réforme s'applique automatiquement. Par contre, les collectivités qui ont délibéré pour marquer on maintient à 100%, là, les collectivités vont devoir redélibérer très rapidement pour, j'ai envie de dire, mettre à jour leur délibération par rapport à la réforme. Parce que là, le trésorier risque de tiquer. Je vois que quelqu'un a levé la main. Je vous invite à poser la question dans la conversation, hein, s'il vous plaît. Je... Par contre, on peut enlever la dégressivité. Oui. Euh, des messages de sympathie, je vais passer. Je laisse les collègues lire. La collectivité ne peut donc pas décider de continuer à liser ses agents à 100%. La réponse est non. Par contre, de ce que j'ai compris des articles que vous avez sûrement lus, c'est que certains élus poussent pour permettre aux collectivités de pouvoir délibérer en ce sens. Mais qu'à l'heure actuelle des textes, c'est pas autorisé du tout, hein. Quand le demi-traitement se déclenche le 28 février, vous comptabilisez combien de jours en 30e à demi-traitement? Ben là, du coup, il y en aura 3. Parce que du coup, on aura décompté les 27 trentièmes à 90%, et donc il restera 3 trentièmes à demi-traitement. C'est donc le même cas si un agent est au marais depuis plus de 6 mois. Je comprends pas la question.
Qu'en est-il des agents en mi-temps thérapeutique? Là, c'est pas l'objet, le temps partiel thérapeutique. Et notre circulaire qui est en ligne sur notre site pour ceci. Voilà. Ah, super, Aurore, on est raccord. C'est bien. Pour votre exemple, tout à l'heure, j'ai quelqu'un qu'on veut. Ah, bah Berger-Levre aussi, mais pas JVS, visiblement. Voilà. Je m'occupe pas du paramétrage de logiciel, désolé. Le CIA doit être impacté. Alors le CIA, non, n'est pas impacté. De la même manière que le CIA n'est pas impacté par le jour de carence. Il y a des collectivités qui ont pour le CIA mis des critères liés à la présence. Voilà. Je sais qu'il y a des collectivités qui ont mis, voilà, un agent de plus de 6 mois absent n'a pas le droit du CIA, par exemple. Je sais pas de comment le juge apprécierait ça, mais voilà. Mais disons, on peut pas automatiquement supprimer le CIA. C'est lié à la manière de servir. L'agent qui est absent sur 6 mois et qui derrière travaille encore 6 mois, si finalement il a atteint tous ses objectifs uniquement en travaillant 6 mois et que ça a été fixé dans son entretien annuel, hein, j'ai envie de dire base sur laquelle on se réfère pour verser le CIA, normalement le CIA il n'est pas forcément impacté. Pour les contractuels de droit privé, on a des collectivités qui ont délibéré, de la même manière qu'une convention, que pour la convention collective dans le secteur privé, pour étendre le maintien de la rémunération dans les mêmes conditions que les agents publics. Voilà. Pour pas qu'il y ait de différence de traitement entre les deux. Si un agent est en congé maladie et qu'il a une prolongation à compter du lundi, ça on va le revoir tout à l'heure. Alors attendez, non. Si un agent est en congé maladie, je vais quand même répondre maintenant. Si un agent est en congé maladie et une prolongation à compter du lundi. Le premier arrêt avait commencé en février 2025. Oui. La prolongation a eu lieu en mars. L'agent sera-t-il rémunéré à 100% jusqu'au vendredi? Donc jusqu'au vendredi, 100%, ça c'est sûr. Puis à compter du samedi, ou 100% jusqu'au dimanche et à compter du lundi. Euh, pour moi, il passe à 90% à partir du samedi. Parce que le premier arrêt de travail, il disait que ça s'arrêtait le vendredi. Donc pour moi, tout ce qui donne lieu au nouveau congé maladie, du coup, on est obligé de couvrir le samedi et le dimanche pour ceux qui le couvrent, ce qui n'est pas le cas de tous. Voilà. Euh, donc 90% du coup à partir de la prise du nouvel arrêté, donc à partir du samedi. L'IFSE, le CIA, du coup, j'ai répondu. Qu'en est-il des agents de droit public? La règle est exactement la même pour les agents. La prime de fin d'année, là, je vous renvoie à votre délibération, parce que la prime de fin d'année n'est pas de la rémunération, c'est un avantage collectivement acquis qui ne répond pas aux mêmes références juridiques. C'est une prolongation pour un agent d'arrêt maladie depuis plus de 6 mois. Les agents s'appelleraient donc, bah, à partir de la prolongation. Tout dépend en fait quand on prend l'arrêt, si l'arrêt se termine fin février, ben et que fin février c'est encore prolongé pendant 6 mois, ben là du coup l'agent pendant 3 mois, il pourra, enfin après avec les droits restants, il pourra encore avoir les 90% quoi. Mais normalement un agent qui a plus de 6 mois, il est déjà à 50%, donc pour moi je comprends pas trop la question. Ah, la note plus simplifiée, non, désolé. Mon but, c'était, j'ai envie de dire, cette circulaire, c'est comment dire, d'essayer de répondre à toutes les questions. À la base, je voulais la faire uniquement sur le congé maladie. Et finalement, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de parler de la longue maladie et puis de l'imbrication avec les autres types de congés. Euh, Mon but, c'était quand même de rentrer de rester sur quelque chose d'assez concret pour les collectivités, d'assez pratique. On va dire là, on est sur un format 5 pages recto verso. Donc voilà, ça va quoi. Le jour où vous avez une situation, vous vous référez à la bonne partie. Je voulais pas rentrer dans quelque chose de plus
de plus succinct parce que voilà, on a aussi une demande des fois de certaines collectivités, hein, des petites comme des plus grandes qui veulent aussi des fois avoir plus de pression sur notamment ce dispositif, hein. Donc voilà. Le but de cette circulaire, c'est à la fois de contenter les personnes qui s'occupent des ressources humaines, j'ai envie de dire des managers, notamment pour la transmission de l'arrêt de travail, le service paye, les agents qui s'occupent de tout ce qui est protection sociale et de ceux qui s'occupent aussi de l'assurance, hein. Cette circulaire-là, elle a vocation vraiment, comme je l'ai dit, on l'avait pas jusqu'alors, à essayer de répondre à un maximum de questions pour des personnes qui ont des interactions un peu différentes avec la gestion de la maladie, hein. Voilà. Mais une note simplifiée, non, ça j'ai pas. Après, je sais qu'il y a des collectivités qui l'ont fait. Voilà, peut-être que vous en trouvez sur Internet, hein, pour essayer d'expliquer aux agents, sachant qu'il y a, j'ai envie de dire, le fait que la rémunération soit diminuée à 90%. Euh, j'ai envie de dire, le passage à 90% ne doit pas conditionner le congé maladie, hein. Si un agent il est à droit, il remplit les conditions pour avoir un congé maladie, il le demande, hein. Après, il y a la réalité financière, mais fondamentalement, il n'y a aucune obligation de les informer par rapport à ça. Mais c'est sûr que, je veux dire, socialement, ce serait mieux. Voilà. Je regarde juste l'heure, quand même, parce qu'il va falloir avancer. Maintien du régime alimentaire à 100% les 30 premiers jours, en attendant la nouvelle délibération. Est-ce qu'on maintient le régime? Attendez, moi, je vous inviterai à rapprocher-vous de votre trésorier, hein, si vous n'avez pas la délibération. Euh, Si votre délibération il y a marqué suit le sort du traitement pendant un mois, pendant 30 jours, pour moi, vous n'avez pas besoin de délibérer, hein. Parce que du coup, suit le sort du traitement, ça s'impacte automatiquement. Par contre, s'il y a vraiment marqué noir sur blanc 100%, oui, là, il faudra redélibérer. Mais coordonnez-vous avec le comptable. Nous avons reçu un arrêt initial allant du 9 janvier au 2 mars. La prolongation a été signée le 19 février et court jusqu'au 6 avril. Ben non, l'arrêt de travail a été donné avant la réforme, donc au 19 février. Donc là, l'agent est à 100% jusqu'au 3 mars. Voilà. Puis replongé jusqu'au 2 avril, sachant qu'à compter de ces dernières, la prolongation passe en demi-traitement. Bah, si l'agent a épuisé ses droits à plein traitement, à 90% ou à plein traitement, bah, du coup, il passe à 50. Oui. Exactement, c'est ça, hein. Donc tous les arrêts et toutes les prolongations établies après le 1er mars sont concernés, hein. En fait, les nouveaux congés maladie accordés après le 1er mars. Oui, mieux vaut suivre la loi que la délib. Mais coordonnez-vous quand même avec votre comptable pour lui expliquer la situation et pour l'informer aussi si vous allez délibérer pour corriger le truc. Voilà. On va passer au jour de carence. Alors, je vais aller un petit peu plus vite vu l'heure parce que fondamentalement, il n'y a pas eu de grandes modifications. Voilà. Donc, les droits à CMO doivent tenir compte d'un jour de carence statutaire appliqué à la rémunération maintenue par l'employeur, quel que soit le statut de l'agent public, titulaire, stagiaire, CNRACL ou IRCANTEC, ou agent contractuel de droit public IRCANTEC. Je me suis lancé dans un petit paragraphe pour distinguer, j'ai envie de dire, les fameux 3 jours de carence qu'ils ont dans le privé, hein, mais bon, qui est appliqué aux indemnités journalières et pas à la rémunération maintenue, alors que pour les agents publics, ça s'applique à la rémunération maintenue, hein, ce qui fait que l'effet est beaucoup plus marqué. Euh, Il y a l'histoire de la subrogation, hein, voilà, qui entre en ligne de compte. Alors, je fais juste un petit laïus là-dessus par rapport à la fin de la tolérance qu'applique la Sécu depuis le 1er septembre 2024. Depuis le 1er septembre 2024, le médecin qui prescrit un arrêt jusqu'au vendredi et qui le prolonge à partir du lundi, la collectivité qui demande la subrogation ne touche pas, ne touche plus, depuis le 1er septembre 2024, les jours pour le week-end. C'est-à-dire que samedi, dimanche, entièrement à sa charge. Donc maintenant, on a davantage, je pense que les médecins vont se rendre compte au fur et à mesure que les arrêts de travail vont être intégrés jusqu'au dimanche. Voilà. Pour que derrière, les agents touchent les indemnités journalières et que les employeurs aussi touchent leur subrogation. Parce que du coup, pour le samedi et le dimanche,
S'il n'y a pas de DJ, l'employeur ne touche rien et devra quand même verser le maintien de salaire. Et l'assurance statutaire n'interviendra pas derrière pour compenser ces 2 jours dans la mesure où il n'y a pas eu d'indemnités journalières qui ont été générées. Voilà. Donc attention à ça. Donc voilà, maintien de la rémunération qu'à partir du deuxième jour d'absence, je vous ai mis les références. Il y a toutes les exceptions possibles. Alors moi, je voudrais juste revenir sur la prolongation de l'arrêt. Donc, deuxième congé maladie, où il y a une reprise du travail qui n'a pas excédé 48 heures. C'est décompté en jours calendaires. C'est-à-dire que, alors, pas 48 heures, hein, ne pas excéder 48 heures. Donc concrètement, c'est 72 heures, parce qu'un congé maladie est donné pour la journée. Bref. Donc l'agent qui a un arrêt de travail jusqu'au vendredi, lundi, s'il donne une prolongation à partir du lundi, c'est recevable, mais et le samedi-dimanche n'est pas compris dedans. Voilà. Par contre, il y a l'obligation que le médecin prescripteur ait coché prolongation. Si l'arrêt de travail, si la case prolongation n'est pas cochée, le lundi, il y a nouveau un jour de carence. Je me suis dit, c'est bien de le rappeler ça, parce qu'à mon avis, tout le monde ne l'applique pas. Pour ça que prolongation, et même si 2 jours se suivent, hein, vous pouvez avoir, admettons, un agent qui vous donne un congé maladie du, du, euh, du lundi au mercredi, jeudi, arrêt initial, jeudi, nouveau jour de carence. Il faut bien qu'il y ait causé prolongation. Voilà, ça on vous explique que c'est notamment, voilà, qui n'ont pas pu le consulter le samedi ou le dimanche, mais maintenant il y a eu la réforme de la Sécu qui est intervenue autrement. Ça, vous le trouvez tout ça dans la circulaire sur le congé maladie. Et un autre sur lequel je voulais revenir, c'est pour les ALD. Quelqu'un avait posé la question tout à l'heure. Donc là, le jour de carence, on l'applique qu'une fois pendant une période après 3 ans. Et après, on l'applique plus. Par contre, l'agent, donc ça s'applique par pathologie. Voilà. Pathologie, alors après, libre au médecin de les numéroter ou de leur dire pathologie au même titre que l'arrêt de travail dû. Voilà. Donc, il appartient au médecin prescripteur de l'arrêt de travail d'établir le lien entre l'arrêt et la LD. C'est au médecin d'expliquer à l'employeur que telle pathologie est liée à la même ALD que celle que la initiale. Au médecin qui prescrit l'arrêt. S'il n'a pas pris soin d'établir le lien entre la LD, pour dire que c'est la même que qui intervenu celle dans le délai de 3 ans, il y a le jour de carence qui sort. C'est assez raide, mais disons qu'il faut sensibiliser les médecins là-dessus ou leur réclamer derrière quelque chose. Il n'y a pas de, il y a pas de spécificité hein, pour la RQTH. Hein. On est uniquement sur cette liste qui est exhaustive. Hein. Voilà. Et après, on a eu les 3 qui sont apparus là au fur et à mesure. Ça, c'est les 3 nouveautés qui sont apparues depuis la réforme de 2017. Hein. Je prends soin de préciser quand même que que le jour de carence ne s'applique pas au congé maternité, paternité, d'accueil de l'enfant. Voilà. Parce qu'en fait, juridiquement, il y a un petit vide juridique, enfin une petite imprécision juridique. Euh, donc, en fait, on nous dit les congés pour raison de santé sont impactés par un jour de carence, sauf ceux qui sont en CITIS, etc., etc., mais on précise pas la maternité. Alors je sais que dire c'est pas un congé pour raison de santé, oui, mais pour le législateur, les RTT qui sont aussi réduits en cas de congé pour raison de santé, pour le coup, sont impactés pour les congés maternité. C'est pour ça que j'ai pris soin de le préciser pour qu'il n'y ait pas d'imbroglio là-dessus. Alors, le jour au titre duquel s'applique le jour de carence, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, s'applique le premier jour à partir du congé de maladie. Hein. Voilà, retenue intégrale. Premier jour du congé maladie. Voilà, le délai de carence n'implique que le premier jour suivant son absence réellement constatée. Voilà. L'agent qui a transmis tardivement son arrêt, et donc du coup qui s'expose à une réduction de la moitié de sa rémunération, on applique d'abord le jour de carence et après on lui applique le délai pendant lequel on va lui réduire. Par exemple, il a transmis son arrêt 3 jours trop tard, on applique d'abord le jour de carence, après 3 jours à
50%, mais les 4 jours seront déduits des droits à 90%. Parce qu'on vient réduire de moitié la rémunération qu'on a maintenue à 90. C'est pas des droits à demi-traitement. En ce qui concerne plus particulièrement la prestation des droits à congé maladie rémunéré, voilà, le délai de carence fait partie du congé maladie ordinaire. Donc, un agent qui est en congé maladie à partir d'aujourd'hui pendant 3 mois, il a en fait, juridiquement, il a le droit à 90 trentièmes. Sauf qu'il y a un trentième où on le déduit quand même au titre des jours de carence. Et s'il a 2 jours de carence sur la période, sur les droits à 90%, eh ben, il n'aura plus que 88 jours, 88 trentièmes effectifs à 90%. Et ça, c'est un conseil d'État qui avait été rendu pour la première mise en place du jour de carence avant qu'il soit abrogé, puis remis en place en 2017. Voilà. Après, je rappelle pour le jour de carence, qu'est-ce qui est impacté au niveau du jour de carence, donc le TIB, la NBI, l'indemnité de résidence, les primes et indemnités IFSE et ISFE pour les... donc j'ai mis notamment, hein, voilà, il y a d'autres primes, voilà, les emplois de direction, ce genre de choses, hein, les mêmes conditions. L'indemnité compensatrice de la hausse de la CSG avec la référence, la mesure dite du transfert prime point avec la référence. Voilà. Par contre, ne sont pas concernés par le jour de carence le SFT, le CIA, sauf s'il y a des critères particuliers qui permettent de réduire au niveau de l'attribution, mais pas automatiquement. Et la part variable, du coup, l'équivalent du CIA, mais pour les policiers. Voilà. Un agent qui était en congé maladie ordinaire, où on lui a appliqué un jour de carence, et ce congé maladie ordinaire, finalement, est reconnu un accident imputable au service en CLM, en CGM ou en CLD, le jour de carence, du coup, disparaît, et j'ai envie de dire, on régularise la situation financière de l'agent, en lui redonnant le trentième qu'il avait perdu au titre de la journée de carence. Je vais voir s'il y a des questions. Et voilà. Alors, avons-nous l'obligation de faire la subrogation? Alors, oui. Maintenant, c'est une obligation. La seule hypothèse où vous n'avez pas l'obligation de faire la subrogation, c'est si l'agent touche des IJ supérieurs au salaire maintenu, notamment quand il est à demi-traitement. Admettons, les indemnités journalières ont été calculées par rapport aux attestations de salaire des 3 derniers mois avant la mise en congé maladie, et finalement, les IJ sont supérieurs au demi-traitement versé. À ce moment-là, l'employeur là ne peut plus maintenir la subrogation, sauf si l'agent le demande. Mais dans tous les autres cas, la subrogation pour les IRCANTEC, elle est obligatoire. Carence droit local, elle ne s'applique pas, hein. Le droit local ne s'applique pas pour les agents publics, hein. De la même manière que pour les durées de préavis de démission, des fois on me pose la question, est-ce qu'un agent il a une convention collective parce qu'il travaille dans l'animation? Non, mais il est agent public, donc il ne relève pas de la convention collective des salariés de droit privé qui relèvent de la convention de l'animation, par exemple. Voilà. Et tout ce qui est délai de préavis, délai 15 jours, droit local, tout ça, ça s'applique pas. On est lié par les dispositions du décret 88-145 qui réglemente toute la situation des contractuels. De la même manière que pour la LD, le jour de carence s'appliquait, donc ça j'ai répondu. Est-ce qu'on applique la baisse de la rémunération pour un congé pathologique? Non, parce que le congé pathologique, c'est concrètement une prolongation du congé prénatal. C'est associé au congé maternité, donc c'est pas associé à un congé maladie. C'est un congé pour raison de santé, pour raison familiale, mais en tout état de cause, c'est pas lié à un congé maladie ordinaire. C'est associé au congé maternité et ça correspond dans les faits à une prolongation du congé prénatal. Ouais. Pour la carence, si l'agent revient retravailler une journée et se remet en arrêt, la carence s'applique à partir du moment où la case prolongation, la carence s'applique à partir du moment où la case prolongation n'est pas cochée. Oui, tout à fait. Même s'il n'y a que 24 heures entre les deux arrêts, oui, je vous le confirme. Il faut qu'il y ait moins de 48 heures. Pardon, il faut que ça n'ait pas excédé 48 heures. Et il faut qu'il y ait prolongation cochée, sinon, deuxième jour de carence. La baisse de la rémunération en CMO s'applique également aux agents contractuels de droit public. Le décret sur les contractuels, hein, donc s'applique de la même manière au 1er mars, dans les mêmes conditions. Le décret est sorti le 28 février au matin, applicable le lendemain 1er mars. On a attendu le dernier moment, mais c'est bon.
Ça s'applique, aussi bien pour les contractuels publics. Au niveau du congé maladie, donc on est sur 100% du traitement TIB-NBI pendant 1 an, alors qu'avant on était sur 3 mois à 90, hein. Donc là, un agent qui, admettons, en CMO, 90% pendant 3 mois et après pendant 9 mois à demi-traitement, et qui obtient la reconnaissance en longue maladie, on retransforme tout en CLM avec maintien à 100% pendant 1 an. Et du coup, les 90%, on n'en parle plus, hein. Voilà. Mais il faut que ce soit reconnu en CLM. Donc là, je suis resté sur la même logique avec les 30e, hein, 12 fois 30 30e, 360 30e, et 24 fois 30 30e, 720 30e, voilà. Alors là, au niveau de la nouveauté, c'est depuis le 1er septembre 2024, le même jour que la réforme, enfin la fin de la tolérance à la Sécu, où maintenant, contrairement auparavant, avant le 1er septembre 2024, on ne pouvait pas maintenir le régime inter aux agents en CLM, sauf en leur laissant ce qu'ils avaient touché en CMO avant que ce soit requalifié en CLM. Là, maintenant, la collectivité, sous réserve qu'elle ait délibéré en ce sens, peut autoriser le maintien du régime inter à hauteur de 33% la première année et de 60% la deuxième et la troisième année. Alors, on va dire c'est bizarre parce que la première année, on passe de 33 et après, on augmente à 60. Oui, mais parce que dans le même temps, le traitement passe de 100% à 50. Donc, l'un vient compenser un peu l'autre. Voilà. Mais il faut qu'il y ait une délibération, hein. Et voilà. Toutes les collectivités n'ont pas délibéré pour étendre ce dispositif-là au 1er septembre. Pour les collectivités qui renvoient au décret de 2010, la mise à jour s'est faite automatiquement et est applicable à l'agent qui est en congé maladie en cours, pour le coup. Au niveau du CLD, il n'y a aucune modification. On est sur 100% du traitement pendant 3 ans et 50% du traitement pendant 2 ans. Et là, on ne peut toujours pas maintenir on peut toujours pas maintenir le régime sanitaire au cours de l'absence. Il n'y a pas de question. J'espère que vous êtes encore avec moi, que vous ne me lâchez pas jusqu'au bout. C'est une circulaire qu'il va falloir reprendre, mais le but, c'est vraiment que ça constitue un document sur lequel vous puissiez l'avoir à côté de vous en permanence. Le but, c'était d'avoir une sorte un peu de guide, voilà, un espèce de, voilà, pour un espèce de compagnon. Bien entendu, rassurez-vous, le service juridique sera encore là demain, j'espère. Le service des carrières également. Les collectivités qui sont adhérentes au service paye à façon, les collègues sont là. Service mission temporaire est là. Le conseil médical est là. Rassurez-vous, les services de centre de gestion vous envoient pas la circulaire pour après fermer la boutique, hein. On continue d'être là, vous inquiétez pas. Un agent qui a un cancer et qui est en CMO durant moins d'1 an peut-il tout de même demander à bénéficier d'un CLM? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il faut un avis du conseil médical, donc l'employeur peut d'ores et déjà saisir le conseil médical, ouais, pour que l'agent ne soit pas impacté. Là, pour le coup, ça, effectivement, ça aurait assez de sens de ne pas attendre que l'agent passe à 90 et de faire le dossier assez rapidement avec un diagnostic effectivement médical pour obtenir la reconnaissance au conseil médical et permettre de rémunérer l'agent à 100%. Ouais. On passe aux obligations du fonctionnaire et le terme des congés de maladie ordinaire. Donc, l'autorité territoriale peut, à tout moment, ça c'est important de le rappeler, à tout moment, à une visite de contrôle du demandeur par un médecin agréé. Par contre, il y a une visite qui est obligatoire au moins une fois à partir de 6 mois consécutifs de CMO. Ça, c'est le minimum obligatoire. Mais si on a envie de faire contrôler un agent au bout de 15 jours, on peut le faire. Aucun souci. Il y a des collectivités qui missionnent un médecin agréé en direct et d'autres qui passent par l'assurance. Il faut envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception. Il faut informer l'agent de la visite. S'il ne se rend pas à la visite du médecin agréé, sa rémunération est automatiquement interrompue jusqu'à ce que la visite soit faite. Donc, si c'est un spécialiste et qu'il avait 6 mois à faire des rendez-vous, l'agent, pendant 6 mois, il n'a pas de salaire et les droits sont quand même décomptés de la maladie, hein. C'est-à-dire que l'agent, il n'est pas rémunéré, mais ses droits, ils sont quand même épuisés. On vient quand même réduire de 6 mois les agents, les droits à rémunération.
Et en plus, on peut faire une procédure disciplinaire pour l'agent qui ne se soumet pas au contrôle, avec la jurisprudence qui va bien. Derrière, une fois que le médecin agréé a rendu ses conclusions, si l'employeur n'est pas d'accord si l'employeur n'est pas d'accord avec les conclusions du médecin agréé, il peut saisir le conseil médical. Si l'agent n'est pas d'accord avec les conclusions du médecin agréé, c'est lui qui saisit le conseil médical. Les médecins agréés n'ont pas le temps. Ils soupirent quand on les contacte pour prendre rendez-vous. C'est pour ça qu'il y a des collectifs qui font appel à l'assurance. Le fonctionnaire, oh, j'ai fait un copier-coller, je me rends compte. Donc ça s'applique aussi à l'agent en CMO. En fait, en CLM et en CLD, c'est explicitement marqué, mais là, c'est un agent en CMO doit cesser toute activité rémunérée. Ça sort pas du texte. Le fait de cesser toute activité rémunérée au cours d'un congé maladie, euh, dans les textes, ça ne sort que pour le CLM et que pour le CLD. Par contre, on a une réponse ministérielle, une cour administrative d'appel, enfin, et deux cours administratives d'appel qui dit quand même que l'agent doit cesser toute activité rémunérée. Voilà. Sauf celles qui sont établies par le médecin du travail au titre de la réadaptation. Voilà. Si non-respect, l'autorité territoriale procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour reverser les sommes depuis cette date, au titre des activités accessoires. Et on le réétablit à partir du moment où l'activité rémunérée est a cessé. Voilà. Et le temps est pris en compte pour la durée du congé. La loi maintenant, on avait une jurisprudence qui datait du mois de juin, mais entre-temps, la loi est venue corriger ça en permettant à un agent en CMO de bénéficier d'une formation, d'un bilan de compétences pour pratiquer une activité pour permettre sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle, hein. C'est... Oula, je vois des messages. Je vais pas rebondir tout de suite dessus. Une fois que à l'expiration de ses droits à CMO, après avis du conseil médical, hein, ça c'est une obligation. L'agent qui arrive au bout de ses droits à CMO, il doit y avoir un avis du conseil médical. Si il n'est pas réintégré dans ses fonctions ou s'il n'y a pas de PPR ou de reclassement, il est soit mis en disponibilité d'office pour raison de santé, si l'inaptitude reste temporaire, ou mis à la retraite pour invalidité, si il est inapte définitivement à l'exercice de tout emploi. Et on maintient le demi-traitement jusqu'à la prise de la décision suite à l'avis du conseil médical. Et on a un tribunal administratif de Lille que j'ai trouvé du 7 mars qui étend le maintien du demi-traitement aux fonctionnaires stagiaires. Voilà. Et je crois qu'il y en a même un autre pour les contractuels. Voilà. On n'a juste pas encore, des fois, je sais que j'ai des collègues qui me posent la question pour les fonctionnaires IRCANTEC parce que c'est pas marqué dans le décret de 91. Pour moi, il faut suivre la même logique, sauf que je sais que les assureurs là-dessus ne suivent pas. L'agent qui, à l'expiration de ses droits à maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé les fonctions qui lui sont assignées, peut être licencié après avis de la CAP. Donc ça, c'est un agent voilà, qui refuse tout et qui explique pas médicalement pourquoi il refuse. On peut le licencier après avis de la CAP. Alors, je vais revenir. Donc, il soupire, voilà. L'assurance soupire aussi. Voilà, c'est une discussion après avoir avec l'assurance hein, pour le faire intervenir, s'ils voient si c'est pertinent ou pas, hein. Ils vont juger si c'est pertinent ou pas, hein. Voilà. Si est un agent est en CMO pour une durée de 8 jours, il a donc un jour de carence et 90% de son avance sur le reste de la maladie. Oui, tout à fait. Est-ce que le prestataire d'assurance prend en charge le reliquat entre les 90% et 1? Là, pour moi, il faut voir votre contrat d'assurance, c'est pas l'objet de la question d'aujourd'hui. Et la construction de sa maison individuelle peut-il continuer en CMO? L'activité, j'ai envie de vous dire, n'est pas rémunérée. Euh, Après, disons que non, pour moi, on peut pas s'y opposer. Après, il faut voir effectivement au niveau de la sortie. Après, bon, c'est voilà, on avait un agent. Il y a une jurisprudence d'ailleurs sur un agent qui avait fait koh pendant son congé de maladie ordinaire. Ça relevait effectivement plus de la discipline que impacter ses droits à maladie. Bon, pour moi, l'agent j'essaie de répondre sérieusement à la question, hein, qui essaye, j'ai envie de dire, enfin, qui rénove sa maison pendant son congé maladie, pour moi, au niveau de son congé maladie, on peut rien faire. Par contre, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose disciplinairement, voilà.
Ce qui avait motivé le juge dans le fait de valider la révocation d'un agent qui s'était présenté à koh c'était l'image de la collectivité, l'organisation, le fait que le service a été complètement perturbé par l'absence de cet agent et que les collègues de travail, qui en l'occurrence étaient des infirmières hospitalières, pouvaient voir les exploits de leurs collègues pendant son congé maladie tous les vendredis soirs pendant qu'elles prenaient leur poste. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui ont permis au juge de valider le licenciement pour faute lourde, la révocation de ce fonctionnaire. Voilà. Mais d'un point de vue médical, la rénovation de la maison, dans la mesure où c'est pas une activité rémunérée. S'il rénove la maison du voisin, pourquoi pas, mais sa maison à lui, ça va être compliqué, hein. Voilà. Il a le droit de vivre aussi en congé maladie, hein. C'est pas parce qu'il est malade qu'il doit être allongé sur un lit toute la journée, hein. Voilà. Au niveau du CLM et du CLD, il n'y a pas de particularité. Si ce n'est que si la seule chose qui se rajoute par rapport au CMO, c'est qu'il doit informer l'autorité territoriale de tout changement de domicile supérieur à 2 semaines et communiquer ses dates et lieux de séjour. Un agent peut partir entre guillemets sur un lieu de séjour pendant son congé maladie. Après avoir effectivement par rapport aux autorisations de sortie et ceci, mais c'est pas interdit en soi. Par contre, pour le CLM et pour le CLD, il faut que l'employeur ait été prévenu en amont, notamment s'ils veulent le faire contrôler sur son lieu de vacances, ce qui est tout à fait possible. Euh, voilà. Je regarde juste les questions. koh c'est de la rééducation. Voilà, donc je laisserai Bloodsign apprécier le caractère de la rééducation. S'il y a un avis du médecin du travail, pourquoi pas, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein. Alors, au niveau, voilà, je prends en compte vos messages. Mon but là, c'était pas de, comment dire. Je sais qu'il y a certaines dispositions de cette circulaire qui, pour certains, ne paraissent pas adaptées. Effectivement, ça peut peut-être paraître des fois un peu en décalage par rapport à la réalité ou par rapport aux besoins des communes, hein, pour faire face à l'absence d'un agent. Moi, quand j'ai construit cette circulaire, mon but c'était de dire, voilà tous les outils qui existent. Il faut voir cette circulaire comme une boîte à outils. Vous piochez dedans, vous piochez pas dedans, mais que vous ayez vraiment un point d'appui pour vous permettre de gérer la situation au quotidien. Comme dit, pouvez toujours faire appel à nous. Je vous invite vraiment à prendre connaissance des modèles d'arrêté. Et voilà, boîte à outils. Et s'il y a besoin, comme dit, on répond au téléphone. Alors, je sais que c'est pas toujours évident de joindre les collègues. C'est pas parce qu'on est en vacances ou qu'on se promène. C'est juste que le téléphone n'arrête pas de sonner et que les boîtes mail sont ce qu'elles sont. Mais rassurez-vous, on est là. On était là à Noël, on était là pendant les vacances de février et on est toujours là, hein. Voilà. J'espère que ça a répondu à vos attentes et que ça correspond à l'invitation que vous avez reçue. Et puis, voilà, je me tiens encore à votre disposition pour répondre aux questions qui arrivent encore. Les visites de reprise sont encore obligatoires. Alors, les visites de reprise, on a une circulaire, hein, qui a été établie par le service de prévention des risques professionnels qui s'appelle Surveillance médicale des agents. C'est une autre circulaire, hein, parce que là, on touche plus à la santé. Donc, vous la trouvez en ligne sur notre site. Et de tête, la visite de reprise est obligatoire pour une absence suite à un congé maladie d'au moins 2 mois. Un mois si c'est suite à un accident ou une maladie professionnelle. La délibération qui maintient le régime inter durant 14 jours après jour de carence, il faut donc modifier en disant que c'est 14 jours. Maintenant, c'est à 90%. Oui, c'est déjà bien marqué comme ça. Et après, je vous invite à voir avec le trésorier sur le fait que si vous n'avez pas délibéré, est-ce que vous autorisez à. Sachant, je le rappelle aussi, que le logiciel, il n'est pas à jour. Donc, à la rigueur, j'ai envie de dire, on peut encore dire, oui, je ferai la mise à jour et je ferai le rappel une fois que le logiciel sera mis à jour, parce que là, prendre une délibération pour appliquer une baisse de la rémunération sur la base d'un traitement indiciaire brut qui n'est pas encore paramétré au niveau du logiciel, je ne sais pas comment ça va sortir, hein. Voilà.
Impeccable. Je vais mettre fin à l'enregistrement et je vous remercie encore d'avoir été aussi nombreux à suivre ce petit déj QVT. Merci à vous. À bientôt.